Bonjour à tous et à toutes. Un grand merci d'être venus à cette deuxième conférence d'un semestre avec un académicien. Alors pour rappel, le principe, sur tout le semestre, plusieurs académiciens venant de disciplines complètement différentes vont venir partager leurs réflexions autour d'un thème commun. Et le thème commun choisi pour ce semestre, c'est le thème de l'égalité. Peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs étaient venus à la précédente conférence avec un mathématicien, Hugo Duminil-Copin, qui est membre de l'Académie des sciences. Il était venu parler de l'art de l'égalité dans les mathématiques. Et donc aujourd'hui, nous poursuivons avec ce thème, non pas avec un mathématicien, mais un historien, Olivier Grenouillot, que je vais vous présenter dans quelques instants. Avant de commencer, un mot sur l'Institut de France qui organise et qui porte ce projet-là. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Institut de France, on est situé vraiment à quelques minutes d'ici, juste en face du Louvre, au niveau du Pont des Arts. Et c'est un lieu avec cette coupole assez connue qui abrite 5 académies différentes, dont la vôtre, monsieur Olivier Grenouillot, l'Académie des sciences morales et politiques. On va en reparler dans quelques instants. Et donc c'est l'Institut qui organise ce projet-là en partenariat avec la région académique d'Île-de-France. Donc un grand merci à eux pour leur soutien et un grand merci également à la rectrice déléguée en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Voilà, on va pouvoir commencer ce temps d'échange. Alors pour vous expliquer un peu le déroulé, on va commencer par un bref moment d'échange avec Olivier Grenouillot pour vous présenter. Et puis ensuite, je vous laisserai prendre la parole pour à peu près une cinquantaine de minutes sur le thème donc l'abolition de l'esclavage. Est-ce une question d'égalité pour l'interrogation? Et puis ensuite, on aura un temps d'échange assez long, une trentaine de minutes. Donc n'hésitez pas à préparer quelques questions et puis à les poser dans ce dernier temps d'échange. Voilà. Olivier Grenouillot, j'en viens à vous. Alors vous êtes historien. On vous connaît surtout pour vos travaux sur l'esclavage, sur le capitalisme maritime. Mais vous avez également travaillé sur d'autres sujets, notamment sur l'invention du travail, les marchés, donc des thèmes qui a priori sont assez éloignés. Comment vous avez pensé l'articulation entre tous ces thèmes? Est-ce qu'il y a un fil rouge, un fil directeur dans votre parcours? Oui, alors bonsoir mesdames, messieurs. Alors oui, un fil rouge. En fait, je dirais que ma démarche intellectuelle elle est spiralaire. Donc j'étudie un thème, puis un autre thème, différent du premier, mais quand même connecté à lui. Donc j'ai commencé par les négoces maritimes français, nantais, français et européens. De là, je suis passé à la traite, qui est un des commerces maritimes du XVIIIe siècle. De la traite à l'esclavage aux abolitions. Alors ça peut vous paraître des sujets finalement très proches. En fait, les spécialistes de la traite ne sont pas spécialistes de l'esclavage, pas forcément l'abolition, ce sont des sujets disjoints souvent, malheureusement d'ailleurs. L'esclavage étant une forme contrainte de travail, ensuite je me suis intéressé au travail, avec l'invention du travail. J'ai un deuxième livre en cours sur cette question, qui s'intéresse à la première industrialisation, la plus méconnue. Et puis j'ai écrit également sur le marché, avec des pas de côté, une biographie du socialiste utopique Claude-Henri de Saint-Simon, un livre sur nos petites patries, les rapports entre finalement l'idée régionale et la capitale, une histoire récemment, une histoire de Noël. Donc une démarche spiralaire, mais je dirais que au-delà de cette dimension spiralaire, le lien, c'est que j'ai étudié différentes facettes de la modernité occidentale, à travers le marché, le capitalisme, l'esclavage, etc. Et ce qui m'intéresse maintenant, après le livre apparaître bientôt, là, ça va être la modernité en tant que telle. Non plus telle ou telle facette, mais la modernité. Et le livre important pour moi à venir s'intitulera « Qu'est-ce que la modernité ?» Voilà. Voilà pour ce fil rouge. Et vous vous rattachez au courant de l'histoire globale. Alors, c'est-à-dire que vous préférez étudier des phénomènes sur leur échelle mondiale, globale, plutôt que locale. En quoi ça impacte votre démarche méthodologique? Oui, alors ça consiste en beaucoup de choses, puisque finalement, comme vous dites, il y a beaucoup de termes, histoire mondiale, globale, connectée, etc. Et donc, ce sont des expressions à la mode. Et je dirais que chaque chercheur définit un peu à sa manière ce qu'il fait.
Pour certains, l'histoire mondiale connectée, c'est un moyen de désoccidentaliser finalement l'histoire. Et je dirais que pour moi, l'histoire globale telle que je la pratique, c'est simplement uniquement une méthode. Une méthode qui consiste à étudier un sujet dans sa totalité, dans son entièreté. Entièreté chronologique, du début à la fin, entièreté thématique, et puis tous mes ouvrages, quel que soit le sujet, s'étalent sur une très très longue période. Par exemple, qu'est-ce que l'esclavage paru chez Gallimard? Une tentative de définition de l'esclavage à travers le temps et l'espace, pratiquement du néolithique jusqu'à aujourd'hui avec l'esclavage dit moderne. Donc voilà, traiter un sujet dans son entièreté, ce qui implique parfois de croiser l'histoire politique, économique, culturelle, etc. Et puis je dirais, c'est pas que cela. L'histoire globale, telle que je la conçois, c'est croiser toutes ces thématiques. Ce qui fait qu'à mon sens, un ouvrage qui porterait par exemple sur l'Europe, une approche globale de l'Europe, avec autant de chapitres que de pays européens, pour moi ce ne serait pas une histoire globale de l'Europe, ce serait un peu un manteau d'arlequin. Et finalement, l'essentiel est le croisement des choses. Voilà. Encore une fois, c'est une manière parmi d'autres, tout aussi légitime, d'aborder cette histoire globale. Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Je ne suis pas certaine que tout le monde soit familier de cette académie. Est-ce que vous pourriez la présenter en quelques mots et puis nous dire pour vous qu'est-ce que signifie être académicien? Quelles sont les missions d'un académicien? Alors, l'Académie des sciences morales et politiques est donc une des 5 académies de l'Institut de France. Elle a peut-être pour originalité, elle a sûrement pour originalité de rassembler, je dirais, des experts dans des domaines très différents. Il y a une section histoire-géographie, une section morale et sociologie à laquelle j'appartiens, une section droit, jurisprudence, une section économie, etc. Une section philosophie, voilà. Et donc on a des experts dans des domaines très différents. Alors les missions, elles sont nombreuses, c'est réfléchir. Donc il y a des séances hebdomadaires sur un thème annuel, là aussi, qui donnent lieu à la fin de l'année à la publication d'un ouvrage avec les textes des différentes conférences. Il y a aussi comme mission, je dirais, encourager, récompenser les prix décernés par l'Académie. L'Académie parfois prend position, elle a fait un texte sur la fin de vie, d'autres textes sur d'autres sujets. Donc les missions, je dirais, sont multiples, avec peut-être comme point de coordination entre toutes ces missions, c'est le savoir. Le savoir. Et d'ailleurs, je précise que vous pouvez assister aux séances de l'Académie des sciences morales et politiques qui ont lieu tous les lundis à 15h. Elles sont ouvertes au public, voilà, sachez-le. C'est public, ouais. Oui, tout à fait. Dernière question. Alors, vous n'êtes pas que chercheur, vous enseignez aussi. Et je sais que la transmission, l'enseignement vous est très important. Ça vous tient d'ailleurs à cœur d'être aujourd'hui dans cette salle, dans cet amphi. Il y a un mot qu'on rapproche souvent de la transmission, c'est la vulgarisation. On parle beaucoup de vulgarisation en histoire. Comment vous vous situez par rapport à ce mot? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous utilisez, vous, personnellement, ce terme de vulgarisation? C'est un terme commun, bien sûr, mais je dirais que non, je suis pas à l'aise avec cela. Parce que vulgariser, ça veut dire qu'il y aurait peut-être une histoire ou une façon d'aborder les sciences qui serait honorable, et puis une qui serait finalement secondaire, vulgarisée, ça serait des résumés, ça serait finalement des sciences ou la recherche à dimension ou à voilure réduite. Et donc ça m'ennuie un petit peu. Je dirais que, par contre, mon goût pour finalement cette transmission plutôt des savoirs, il vient de loin. J'ai commencé ma carrière, comme beaucoup de gens de ma génération, en étant pendant 10 ans professeur dans le secondaire, en collège et en lycée, professeur agrégé. Ensuite une carrière à l'université, ensuite inspecteur général de l'éducation nationale. J'ai pris ma retraite, là d'ailleurs, depuis le 1er janvier. Voilà. Et puis, lorsque j'étais à l'université, j'ai toujours été très attaché au fait vraiment de coordonner les deux fonctions d'un enseignant, d'un chercheur à l'université. On est enseignant et chercheur. Et donc, je prenais plaisir à donner comme sujet de cours, finalement, des thèmes de recherche et les livres sur lesquels j'étais en train d'écrire. Donc, les étudiants ne pouvaient pas forcément... voilà, c'était neuf pour eux. Et puis, c'était intéressant pour moi parce que
Il posait des questions auxquelles, finalement, lorsqu'on a le nez dans le guidon, comme dirait un cycliste, des questions auxquelles on ne pense pas. Et donc cet échange, finalement, a été profitable à tout le monde. Puis je dirais que la transmission, c'est aussi l'écriture. Je pense que le scientifique est là pour essayer de comprendre des choses très complexes. Mais après, je dirais que son devoir, c'est essayer de rendre le plus simple possible ce qu'il a pu découvrir. Ce qui explique d'ailleurs que mon dernier travail en cours, enfin parmi d'autres choses, j'ai lancé au CERF une collection intitulée « La bibliothèque a remonté le temps ». Des ouvrages sur différents sujets. Il y a De Gaulle, le néolithique, l'idéologie égyptienne, la guerre froide, les conquistadors, etc. L'objectif, c'est d'écrire pour tous. Ce sont des ouvrages, finalement, où les textes ont vraiment pensé, et où on donne l'essentiel, sans jamais dire au lecteur ce qu'il doit penser. On lui donne les informations pour qu'il se fasse sa propre idée à partir de questions importantes. Et puis, une très grande accessibilité. On peut commencer à les lire à partir de 13 ans. Et puis, j'ai un ami qui est professeur en classe prépa, qui a conseillé le De Gaulle à ses étudiants de classe prépa. Donc voilà ce qui illustre ma volonté de travailler à la transmission des savoirs. Merci beaucoup Olivier Grenouillot. Je vais vous laisser donc, non pas vulgariser, mais transmettre vos connaissances donc sur le thème suivant, l'abolition de l'esclavage. Est-elle une question d'égalité? Vous avez à peu près une 50aine de minutes, et puis ensuite on passera aux questions. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, donc, comme on vous l'a indiqué, le thème de ce semestre, c'est l'égalité. Et donc, lorsqu'on m'a sollicité pour intervenir, j'ai pensé donc vous présenter une réflexion sur ce thème de l'égalité dans la pensée, dans le discours abolitionniste, de la traite et de l'esclavage, entre 1770, quand le mouvement abolitionniste naît véritablement, et les années 1880. Alors, je dirais que, commençons par définir peut-être les thèmes du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire abolition? Souvent, on pense que l'esclavage, pendant des siècles, était quelque chose qui allait de soi. Ce qui, dans le monde occidental, est faux. L'esclavage a toujours posé problème. Aristote, qui est le premier théoricien de l'esclavage dit naturel, entre guillemets, on sait qu'il répond déjà aux objections de quelques sophistes, dont on n'a pas retenu le nom. Et puis, si l'esclavage allait de soi, pourquoi a-t-on eu besoin de fourbir autant d'alibis pour le légitimer? Donc l'esclavage a toujours posé problème. Mais je dirais que pendant longtemps, on s'en est plus ou moins accommodé. Depuis le néolithique, lorsque l'esclavage apparaît véritablement, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on est dans ce que j'appelle l'ère de la casuistique, où finalement, on essaie de trouver des solutions d'économie par rapport à quelque chose dont on sait bien que finalement, c'est pas vraiment, entre guillemets, naturel. Et au mieux, on pense adoucir, entre guillemets, le sort de quelques esclaves, on pense en affranchir quelques-uns, souvent d'ailleurs dans l'intérêt même du système esclavagiste. Dans les utopies, même dans les utopies, il y a très peu de sociétés sans esclaves. Dans Utopia, Thomas More, il y a des esclaves. Et lorsque les esclaves se révoltent, eh bien, légitimement, ils souhaitent acquérir leur propre liberté sans travailler à la destruction du système esclavagiste en général. Et donc, je dirais que pendant des siècles, on est resté dans cette ère de la casuistique. Et puis, à partir des années 1770, de part et d'autre de l'Atlantique, quelques personnages apparaissent qui ont un projet nouveau, révolutionnaire. On va abolir la traite et l'esclavage par la loi. C'est un projet véritablement révolutionnaire, nouveau dans l'histoire, finalement, de la pensée. Le discours. Pourquoi discours ici? Parce que finalement, et je vais vous le montrer, parce que lorsqu'on étudie un mouvement, on s'intéresse à ses acteurs, à ce qu'ils pensent, à leur motivation. Bien, ça n'a pas été souvent le cas. Le discours des abolitionnistes, des militants abolitionnistes, a longtemps été négligé. Et donc, c'est la raison pour laquelle je voulais mettre l'accent ce soir sur ce discours. Et dans ce discours des abolitionnistes, replacer la question de l'égalité. Avec 3 questions. La première, ce principe d'égalité a-t-il été secondaire ou central dans le discours abolitionniste?
Deuxième question, comment les abolitionnistes concevaient cette idée d'égalité et comment ils ont essayé de mettre en œuvre ce principe d'égalité. Dernière question, ce principe a-t-il constitué une force ou une faiblesse, je dirais, pour le mouvement abolitionniste? Alors, dans la première partie, je voudrais montrer que l'égalité est un élément important dans la panoplie rhétorique abolitionniste, un élément important mais non pas unique. En fait, souvent, pour les abolitionnistes, l'égalité est associée au principe de la liberté. Très difficile de dissocier les deux. Alors, il n'est pas facile, je le disais, de mesurer finalement la place de ce principe dans la rhétorique abolitionniste, tout simplement parce que le discours abolitionniste a longtemps été négligé. Parce qu'on a voulu d'abord, je dirais, expliquer l'abolition par des lectures finalement manichéennes, linéaires et univoques de l'histoire, avec la première interprétation, chronologiquement parlant, puisqu'elle commence dès la fin du XVIIIe siècle, ce sont les abolitionnistes eux-mêmes qui écrivent l'histoire de leur mouvement. Et pour eux, qu'est-ce qui est motivant, qu'est-ce qui est à la source du mouvement abolitionniste? Finalement, c'est l'engagement philanthropique et l'engagement religieux. C'est ce que j'appelle le juste. Le juste avec les figures ici des saints. Les saints, ce sont ces chrétiens évangéliques britanniques qui militent pour abolir la traite et l'esclavage, notamment les fameux saints de Clapham, un faubourg de Londres. En France, la figure du juste est représentée plus souvent par le philosophe que par les saints, entre guillemets. Et puis, à partir des années 1950, deuxième moitié du XXe siècle, une autre interprétation se met en place qui met en avant ce que j'appelle l'utile. Et c'est un livre important, d'Eric Williams, Capitalism and Slavery, traduit en français en 1968, qui finalement donne le là de cette interprétation. Williams nous dit, dans un premier temps, la traite est essentielle à l'économie britannique, elle permet l'accumulation de capital qui lancera l'industrie, et il ajoute, dans un second temps, la traite devient un boulet pour l'industrie britannique. Les Anglais ont besoin d'exporter leur production avec la révolution industrielle, et le système colonial pour eux, finalement, devient obsolète. Et donc c'est par intérêt que les Anglais auraient interdit la traite à leurs ressortissants en 1807 et auraient aussi interdit l'esclavage à leurs ressortissants entre 1833 et 1838. Et c'est par intérêt aussi que les Anglais se seraient mis à la tête d'une croisade internationale pour faire abolir la traite et l'esclavage à toutes les autres nations occidentales. Et puis, troisième temps, heureusement, à partir des années 1970, on a commencé à s'intéresser au rôle des esclaves eux-mêmes dans le mouvement abolitionniste. Pendant très très longtemps, jusqu'à cette époque, finalement, il y avait un cliché, l'image d'esclaves dociles qui acceptaient plus ou moins, finalement, le système esclavagiste. Depuis, on a montré que les esclaves ont toujours, partout, résisté de nombreuses manières. Alors, on pense bien sûr à la révolte de Saint-Domingue, 1791, où les esclaves se libèrent tout seuls, dans laquelle révolte s'illustre Toussaint Louverture. Mais les révoltes sont également les révoltes à bord des navires négriers, comme on le voit ici à travers un tableau qui est au musée finalement de Nouveau Monde à La Rochelle. Et puis, n'oublions pas, certains anciens esclaves affranchis ont milité ensuite au sein du mouvement, des mouvements abolitionnistes. Mais je dirais que ces trois interprétations, ça ne vous surprendra pas, ça suit les grandes modes historiographiques du XXe siècle. Et on a d'abord insisté sur le rôle des grands hommes dans l'histoire, les saints, les philosophes, les philanthropes, puis sur le rôle des structures économiques, et enfin récemment sur le rôle des victimes et des oubliés de l'histoire. Avec un écueil, c'est que finalement, aucune de ces lectures n'est à elle seule suffisante pour comprendre le mouvement abolitionniste. Un mouvement qui s'étale sur un siècle, qui comprend plusieurs générations de personnes et plusieurs continents. Aucune explication à elle seule n'est suffisante pour expliquer un mouvement aussi long et aussi complexe. En tout cas, ça ne fonctionne pas et surtout, ces modes historiographiques ont fait que finalement les écrits des abolitionnistes n'intéressaient pas
pas pour eux-mêmes. Ils étaient perçus comme des réserves d'exemples édifiants pour justifier telle ou telle thèse. Il fallait donc, à mon sens, étudier ce discours pour lui-même de l'intérieur. Alors, on avait déjà eu quelques textes sources édités, quelques collègues avaient déjà travaillé sur cette rhétorique abolitionniste, mais c'était des exemples un peu épars. Il y avait une étude plus globale à réaliser sur la question. Alors, comment comprendre ce discours de l'intérieur ? 3 outils heuristiques ont été importants pour moi. Le premier, c'est l'approche compréhensive. Cher à Max Weber, historien, sociologue, un des fondateurs de la sociologie historique à laquelle j'appartiens. Et Max Weber disait que finalement, dans les sciences humaines et sociales, c'est pas comme dans les sciences physiques, où finalement il y a des phénomènes simples, action, réaction. Et Max Weber disait qu'il est peut-être plus simple, enfin pas plus simple, mais moins périlleux d'essayer de comprendre, non pas d'expliquer par des chaînes de causalité linéaire, mais de comprendre le sens que les acteurs du passé donnaient à leurs actions. Comprendre, non pas expliquer. Et c'est ce qui c'était mon fil rouge, essayer de comprendre ce que pensaient les abolitionnistes. Alors sans être naïf, sans croire sur parole, et puis en ayant à l'esprit ce que Weber appelait le paradoxe de l'action. C'est-à-dire qu'on peut entreprendre finalement une action dans un but, et au final, arriver à quelque chose d'inverse à ce qu'on avait souhaité au départ. Et puis aussi, c'est très complexe, et lorsqu'on écrit une biographie, on se rend compte, lorsqu'un individu agit, son action est le résultat souvent d'un conflit de valeurs interne qui est très difficile à démêler. Il est parfois plus facile de comprendre l'évolution d'une société sur plusieurs siècles que de comprendre pourquoi un individu donné fait ceci ou cela à un moment donné. Mais en tout cas, c'est l'objectif, cette démarche compréhensive. Deuxième outil heuristique, l'approche globale. Comme j'ai tout à l'heure, c'est s'intéresser à l'entièreté de corpus, que ce soit finalement tous les textes publiés par un individu, tout ce que l'abbé Grégoire a pu écrire, ou tous les textes relevant d'un genre particulier, tous les débats parlementaires, par exemple, relatifs à l'abolition de la traite et l'esclavage. Et, histoire globale, croiser tout cela, en croisant une approche, je dirais, quantitative et qualitative. L'approche quantitative est indispensable pour éviter l'impressionnisme. C'est l'approche quantitative, on compte le nombre la fréquence de tel ou tel thème ou pas. C'est elle qui nous dit si un thème est vraiment pertinent, récurrent, ou si un thème, au contraire, est rare. Et à ce moment-là, ça pose des questions. Et l'analyse quantitative nourrit les questions qui alimentent l'analyse qualitative. On s'intéresse en priorité aux thèmes récurrents, et puis on s'intéresse aussi aux thèmes récurrents, on se demande pourquoi finalement ces thèmes ne sont pas abordés. Alors avec un écueil, c'est que dans cette analyse approche globale, on arrive à l'écueil finalement des classifications. Je prendrai un seul exemple. Dans le débat de la loi de 1827 en France pour abolir la traite, certains disent qu'il faut qu'on l'abolisse pour l'honneur national, pour que la France respecte ses engagements internationaux. Dans quelle case, entre guillemets, on va mettre l'honneur national? Est-ce que c'est dans une case morale, dans une case politique, dans les deux? Voilà. Et puis aussi, comment savoir si tel argument mis en avant dans un discours à la Chambre est vraiment important pour celui qui le prononce, ou est-ce que c'est un argument de façade? Le troisième outil heuristique permet d'éviter finalement ces difficultés. C'est étudier le discours en mouvement, en fonction de ses impératifs. D'abord, les abolitionnistes doivent convaincre les autres, les incroyants. Parce qu'on aurait pu penser que, voilà, il y a une démarche naturaliste. Certains se disaient, un jour, l'esclavage et la traite vont disparaître. Il n'y a qu'à attendre. Les abolitionnistes ne veulent pas attendre. Ils veulent y mettre fin par la loi. Et donc, ils doivent convaincre leurs contemporains. Premier impératif. Second impératif, ils doivent répondre au discours de leurs adversaires. Et quand on étudie le discours abolitionniste et le discours des défenseurs de la traite et de l'esclavage, on s'aperçoit que ces deux discours se construisent mutuellement. Alors, quel est le premier résultat auquel on peut aboutir
avec ce type d'analyse? Eh bien, on peut trancher la question du juste et de l'utile. Et pour ça, il faut partir du discours des adversaires des abolitionnistes, ceux qui défendent la traite et l'esclavage. Ici, vous avez un document des années 1820 en Angleterre. On vous présente au milieu un personnage qui lève la main, la lueur est flanquée. C'est un abolitionniste. Bon, il n'est pas représenté de manière très sympathique. Un abolitionniste qui est censé dire aux Anglais ce qui se passe dans les îles. Sauf que cet abolitionniste, il place devant la longue vue un document qu'il a déjà rédigé. Ici, la critique qui est faite des abolitionnistes, c'est que ce sont des gens qui trompent leurs concitoyens. Et s'ils les trompent, c'est parce que disent les colons, que disent les négriers? C'est que les abolitionnistes peut-être peuvent être sympathiques. Au mieux, ce sont des rêveurs. Mais ils ne connaissent rien aux réalités du monde colonial. Ça, c'est le premier argument des défenseurs du système. Et le deuxième argument est un argument massue. C'est ce que j'appelle la coagulation des intérêts. Avec un syllogisme simple. Premier élément, la traite et l'esclavage sont nécessaires à l'économie des colonies. Deuxièmement, l'économie des colonies est indispensable au commerce extérieur. Troisièmement, les nations d'Europe ont absolument besoin d'un commerce extérieur. Conclusion, vous avez le premier élément, la traite et l'esclavage, et c'est la ruine, le chaos en Europe. Ça peut vous paraître surprenant, mais ces arguments-là, ils sont importants. Avant la Révolution française, certains disent que si la traite disparaît, ce sont 6 à 8 millions de Français qui vont mourir de faim du fait de l'interruption de la traite. La traite disparaît provisoirement après 1792, du fait de la guerre maritime, du fait de l'incapacité de la marine française à protéger les navires de commerce et les navires négriers. Pas un Français ne meurt de l'interruption pendant quelques années de la traite. Mais cet argument-là, il est très important. Et les abolitionnistes doivent répondre aux arguments de leurs adversaires. Et que répondent-ils? Ils répondent d'abord, premièrement, on peut remplacer la traite commerce infâme, pour reprendre un terme du XVIIIe siècle, par un commerce légitime, un terme également de l'époque. Le commerce légitime, ce serait finalement échanger des produits qui viendraient d'Europe, d'Amérique et d'Afrique, qui seraient le résultat du travail de personnes libres. Et ce commerce légitime serait plus profitable, disent certains, que la traite. Et deuxième argument, des salariés libres intéressés à leur travail produiraient davantage aux Amériques que des esclaves forcés à travailler. Certains abolitionnistes croient à ces arguments, d'ailleurs qui ne vont pas marcher. Mais je dirais que pour la plupart, ce sont des moyens de répondre aux discours adverses, pour que leurs concitoyens ne considèrent pas les abolitionnistes comme des traîtres à leur nation, comme des personnes qui voudraient la ruine de leur nation. Alors je passe sur les pièges justificatifs, dans la Révolution abolitionniste parue chez Gallimard, il y a plusieurs centaines de pages sur le sujet. Il y a peut-être un ouvrage qui est révélateur parmi beaucoup d'autres, c'est De la cause des esclaves nègres, du pasteur Benjamin Sigismond Froissart. Dans ce livre, publié en 1788, le pasteur, finalement, c'est un livre intéressant pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, parce qu'il résume tous les arguments de l'utile. Mais quand on regarde de près, on s'aperçoit que le soubassement intellectuel de ce pasteur, il est complètement éthique. Et donc je dirais, pour finir cette première partie, que pour les abolitionnistes, pour les militants du mouvement, pas forcément pour ceux qui votent, mais pour les militants abolitionnistes, eh bien, l'essentiel, c'est l'éthique. Et dans cette éthique, le principe d'égalité joue un rôle essentiel, associé au principe de la liberté. Maintenant, que veut dire égalité pour les abolitionnistes? La manière dont ils définissent cette égalité apparaît clairement avec un document phare de la propagande, de la rhétorique abolitionniste, que l'on voit ici. Ce type de représentation apparaît d'abord en 1787.
est le résultat du travail donc, de William Hackwood et de Henry Weber. Et ce type de document, ensuite, est diffusé massivement en Angleterre et partout en Europe et aux États-Unis, sous des formes diverses, de boîtes, comme ici, de médaillons, de broches, etc. En 1824, ce slogan est féminisé. Ce n'est plus « ne suis-je pas un homme et un frère », « ne suis-je pas une femme et une sœur ». Et ce qui est intéressant, c'est que malgré la diffusion massive de ce type de document, ni le slogan ni l'image ne sont vraiment altérés. C'est la preuve que ce type de document est important pour les militants de l'abolition. Et c'est important, analysons ce document de plus près. Le slogan « Ne suis-je pas un homme et un frère ?» L'égalité, pour les abolitionnistes, c'est une égalité en humanité. Dans une double acception. Un homme, tout le monde comprend, mais un frère. Le frère peut être le frère en foi, dimension spirituelle. Le frère peut être aussi simplement le frère de la famille, la cellule familiale, la cellule de base de la société. Donc c'est d'abord une égalité, je dirais, en humanité. Deuxième élément, si on compare l'individu et le slogan, on passe de l'individuel à l'universel. Et puis troisième élément, cette égalité première, fondamentale, elle est niée sur le document, puisque cet homme qui est un égal à tous les autres devrait être libre comme tous les autres. Or, il ne l'est pas. Et donc ici, on a une incitation à agir pour restaurer l'humanité outragée. D'où vient cette idée? D'où vient cette idée que finalement tous les hommes sont égaux en nature? Alors si on veut faire des recherches étendues, on peut trouver à différentes époques des sources possibles de cette idée. Et dès l'Antiquité, avec les stoïciens. Les stoïciens, Sénèque notamment, dans ses lettres, Sénèque nous dit ceci: « Veux-tu bien te dire que cet être que tu appelles ton esclave est né de la même semence que toi, qu'il jouit du même ciel, qu'il respire le même air, qu'il vit et meurt comme toi. » Donc les stoïciens, déjà, il y a une égalité de tous en humanité. On pourrait ajouter que l'Église médiévale des 6e, 13e siècles, je l'ai montré dans Christianisme et esclavage, travaille à faire... Est-ce qu'on considère l'esclave comme une personne à laquelle on doit protection? Donc voilà par exemple deux filiations possibles de cette idée d'égalité des hommes. Mais le problème de la recherche finalement en origine, c'est qu'il y a toujours un avant, un ailleurs, un autrement. On peut toujours trouver d'autres origines. Et puis on peut questionner chacune des origines. Les stoïciens, certes, ils considèrent que tous les hommes sont égaux en humanité, mais ils considèrent que l'esclavage est tout à fait légitime. Alors, certes, ils souhaitent que leurs esclaves soient bien traités, mais par ailleurs aussi, ils considèrent que l'esclavage réel, physique des corps, compte moins que l'esclavage de l'âme. Et les stoïciens, Sénèque et d'autres, se disent que finalement, un individu esclave de ses passions est plus esclave qu'un individu qui porte des chaînes. L'Église des 6e, 13e siècles, elle travaille à faire de l'esclave une personne à laquelle on doit protection. Certes, mais la même Église légitime l'esclavage et utilise des esclaves sur ses terres. Et donc finalement, plutôt que de chercher des origines multiples, peut-être est-il intéressant de se poser la question du moment où se cristallise une nouvelle façon de penser. Et c'est dans ces années 1770 et après que se cristallise une nouvelle manière d'appréhender le monde qui se résume de manière assez simple par une évolution en termes de droit. Pendant des siècles, on a accepté la disjonction des droits. Le droit divin, le droit naturel, le droit des hommes qui vivent en société.
Ulpien, un juriste romain du IIIe siècle, notre ère, nous dit « Dans le droit naturel, les hommes sont libres. Dans le droit des hommes qui vivent en société, les hommes peuvent être esclaves. » Ça ne le choque pas. Et ce n'est pas perçu comme une contradiction par de nombreuses personnes pendant des siècles. À partir de la fin du XVIIIe siècle, certains se disent qu'il y a avant tout des valeurs universelles et que ces valeurs universelles doivent être à la source du droit, des différents droits. Ces droits doivent s'emboîter à partir des valeurs universelles. Il n'y a plus de contradiction possible. Et si on met en avant comme valeur universelle la liberté et l'égalité, l'esclavage devient quelque chose de contre-nature. Et je dirais que c'est ce passage de droits conçus comme disjoints à des droits conçus comme devant être emboîtés qui permet de penser l'abolition. Ensuite, il faut que cette possibilité théorique soit saisie par des gens. Et je dirais que là, c'est le processus de démocratisation dans le monde occidental qui le permet, par l'émergence d'individus acteurs qui se positionnent non pas en fonction de la tradition, mais en fonction de leur expérience et de leurs convictions personnelles. Je prendrai un exemple pour vous montrer cela. 1698. Germain Fromageau est directeur des 4 consciences à la Sorbonne. Et on pose une question à Germain Fromageau. Est-il possible en conscience de faire la traite? À Fromageau, sa réponse, elle fait de longues pages. Il cherche des explications dans les textes sacrés, Ancien Nouveau Testament, des exemples dans l'Antiquité, chez les Grecs et Romains et tous les peuples possibles. Et il arrive au bout de plusieurs pages à l'idée que non, on ne peut pas faire la traite en conscience. Puis, en un paragraphe à la fin, il se ravise. Mais si par la traite on peut convertir des païens et sauver leur âme, alors la traite peut être légitime. On peut faire la traite en conscience. 1788, James Dore, un pasteur, s'adresse à ses fidèles à Londres. Et il leur dit en substance, en les montrant du doigt, vous, en tant qu'homme, en tant que chrétien et en tant qu'anglais, vous ne pouvez pas accepter que votre pays soit une grande puissance négrière. Parce que sinon, votre pays va tomber dans le chaos et vous allez aller dans les flammes de l'enfer. James Dore, il ne s'intéresse pas à la tradition. Il s'adresse à des individus acteurs qui se positionnent en fonction de leurs convictions personnelles. Le passage de Fromageau à Dore montre le passage, une évolution également dans le monde occidental. On a des individus acteurs à l'âge démocratique qui peuvent se saisir de la possibilité théorique d'abolir l'esclavage et la traite. Maintenant, il faut passer de l'ordre naturel, du fait du principe d'égalité, personne ne peut être esclave, à l'ordre social, l'abolition effective de la traite et de l'esclavage. Et dans ce passage du naturel à l'ordre social, il y a une querelle qui renvoie aux motivations profondes. Et cette querelle, elle apparaît dès la fin du XVIIIe siècle. En fait, dès la fin du XVIIIe siècle, et ça se poursuit après, des chrétiens et des philosophes se déchirent, chacun disant, finalement, ce sont nous qui sommes à l'origine du projet d'abolition, nous les philosophes ou nous les chrétiens. Et donc on oppose souvent les ressorts, je dirais, philosophiques, la philosophie des Lumières, et les ressorts chrétiens. Et quand on pense au christianisme, on pense aux protestants, dont on dit souvent qu'ils ont joué un rôle plus important que les catholiques que dans le mouvement abolitionniste. Là aussi, explication manichéenne, univoque, ça ne marche pas. Les Lumières, il y a un pluriel. Les Lumières sont plurielles. Et puis, elles sont évolutives. En gros, on passe entre 1750 et 1780 du doute vis-à-vis de l'esclavage au malaise et à la révolte. Certains passent du doute au malaise à la révolte. Quant au ressort, je dirais, chrétien, c'est vrai, les protestants jouent un rôle, mais pas tous les protestants. En fait, ce sont les églises non conformistes, méthodistes et autres, et puis les protestants évangéliques, et pas les églises protestantes établies. Quant aux catholiques,
oublier souvent les premières critiques contre la traite au XVIe, XVIIe siècle émergent des milieux catholiques, et ils sont là aussi présents au XIXe siècle. Et donc finalement, là encore, ce n'est pas la religion ou les Lumières, ce sont deux morales différentes, et conçues comme différentes par les personnes de l'époque. Dans l'article « Esclavage » de l'Encyclopédie, on dit qu'en premier lieu, l'esclavage est contraire aux lois de la nature, de la liberté et de l'égalité. Par contre, pour Clarkson ou Wilberforce, pour les saintes la femme, c'est d'abord contraire aux lois évangéliques. Donc chacun a bien son registre. L'influence chrétienne, l'influence philosophique, parfois, certains les mélangent. L'abbé Grégoire, il a été souvent considéré comme un héros de la République parce qu'il est devenu un prêtre, finalement, qui a accepté la constitution civile du clergé, à l'époque révolutionnaire. Mais quand on étudie les choses de près, quand on lit tout l'abbé Grégoire, on voit qu'on a affaire à quelqu'un, finalement, plus conservateur qu'on l'imagine, et qui considère finalement la Révolution comme un geste providentiel. Dieu permet par ce mouvement révolutionnaire de faire advenir sur Terre finalement son programme. Et donc l'abbé Grégoire, homme des Lumières, oui en partie. Chrétien, oui aussi en partie. Et finalement c'est ça qui fait la force aussi du mouvement abolitionniste. C'est qu'il peut jouer de deux arguments d'autorité, l'argument rationnel philosophique, l'argument religieux. On a affaire à des morales différentes, mais qui convergent vers l'abolition, qui sont complémentaires. Et ceci dans un double contexte. Un contexte d'abord de redéfinition du sacré. Chez les chrétiens, il y a trois mouvements qui se télescopent. Chez les catholiques notamment, un renouveau de la théologie morale à la fin du XVIIIe siècle. Et puis chez les catholiques comme chez les protestants, un renouveau du providentialisme. Et chez les protestants, ce qu'on appelle le revivalisme. Tout cela fait qu'il y a un nouveau rapport chez les chrétiens, chez beaucoup de chrétiens, entre eux et la notion de salut. Pour son salut, on doit s'impliquer dans les affaires terrestres. Voilà. Quant à la philosophie des Lumières, au culte qui émerge à l'heure des droits de l'homme, c'est aussi une redéfinition du sacré. Le salut profane, ici, c'est ce culte des droits de l'homme qui donne un sens à l'existence des philosophes. Redéfinition du sacré, et puis aussi remoralisation du monde. Lorsqu'on étudie les choses, finalement, de manière séparée, on passe à côté d'un mouvement énorme qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle et qui se poursuit jusqu'aux années 1920, et même encore aujourd'hui. C'est ce désir de moralisation du monde. Quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit que tel ou tel abolitionniste, milite pour abolir la traite et l'esclavage. Mais aussi, Wilberforce milite contre le travail des enfants dans les mines en Angleterre. D'autres militent pour abolir la prostitution, la mendicité, pour abolir la guerre. Les Quakers veulent abolir l'esclavage, mais veulent aussi abolir la guerre. Et donc, dans un moment où une partie des élites perçoit le monde sous un prisme moral et veut abolir par la loi pratiquement tous les maux de l'humanité. Concrètement, lorsque ces abolitionnistes persuadés que les hommes sont égaux s'adressent finalement aux politiques, pour réussir, ils mettent en place ce que j'ai appelé une méthode qui est le radical réformisme. Radical parce que le projet est révolutionnaire, il est nouveau. On n'avait jamais imaginé abolir l'esclavage à la traite par la loi, pratiquement du jour au lendemain. Mais les abolitionnistes pensent qu'il faut agir progressivement, un radical réformisme. Regardons ce que dit Brissot, 1790, un des membres actifs de la Société française des Amis des Noirs. Ils insinuent, leurs adversaires, défenseurs de la traite et de l'esclavage, que l'objet de la société est de détruire tout d'un coup l'esclavage, ce qui ruinerait les colonies, argument dont on a parlé.
Mais ce n'est point là l'intention des Amis des Noirs. Ils ne demandent que l'abolition de la traite des Noirs, parce qu'il en résulterait infailliblement que les planteurs, n'espérant plus recevoir des Noirs d'Afrique, traiteront mieux les leurs. Non seulement la société ne sollicite point en ce moment, ils l'ont à l'esprit quand même, l'abolition de l'esclavage, mais la société serait affligée qu'elle fût proposée. Pour des raisons tactiques, beaucoup d'abolitionnistes sont poussés à cette méthode réformiste. Et aussi parce que pendant très très longtemps, on a cru que le système colonial, à la fin du XVIIIe siècle, était en train de péricliter. Il aurait été facile de mettre fin à la traite de l'esclavage si finalement ce système était en crise. Tout démontre le contraire. Traite et esclavage sont à leur apogée à la fin du XVIIIe siècle. Jamais on n'a déporté autant d'esclaves d'Afrique vers les Amériques, jamais la production de riz colonial des colonies n'a été aussi importante, et jamais les préjugés de race n'ont été aussi importants, et commencent d'ailleurs à la fin du XVIIIe siècle à passer des îles au continent. Et donc il faut bien avoir à l'esprit que les abolitionnistes doivent combattre un système à son apogée. D'où cette prudence tactique. Mais je dirais qu'il n'y a pas qu'une prudence tactique. Les abolitionnistes, il y a aussi dans ce radical réformisme une méthode à laquelle ils tiennent, parce qu'ils considèrent que les esclaves sont égaux à tous les autres hommes. À différence des défenseurs de l'esclavage, ils considèrent que les esclaves sont inférieurs par nature à eux. Mais que disent les abolitionnistes? Le système esclavagiste abrutit, je reprends des termes de l'époque entre guillemets, abrutit les esclaves. Il faut donc les aider, les préparer à l'abolition. L'objectif est clair. En frontispice de ce livre du pasteur Frossard, on a cette illustration. Soyez libres et citoyens, c'est l'objectif. Ici, on a un document de 1790 avec des livres de couleur et puis un citoyen de métropole, et tous les deux sont mis sous la toise de l'égalité. Donc le projet est clair, mais les abolitionnistes ne pensent pas que l'on puisse du jour au lendemain abolir l'esclavage, il faut s'y préparer. On peut aujourd'hui critiquer finalement leur positionnement, mais ce qui est important pour le chercheur, c'est de comprendre ce que eux, les abolitionnistes, pensaient. Et effectivement, je dirais, quand on regarde les choses de près, partout, il y a un décalage temporel entre les deux abolitions effectives. Partout, on commence par abolir la traite, puis l'esclavage. Et l'écart temporel va en gros de 54 ans à 17 ans. En Amérique latine, on va même très progressivement pour abolir l'esclavage. Puisqu'on commence par finalement affranchir les enfants, affranchir les personnes âgées, affranchir les femmes esclaves ayant déjà procréé, ce qui fait que lorsque l'abolition dite immédiate et totale arrive, dans beaucoup de pays, la population d'esclaves a diminué de moitié ou des 2/3. En fait, les abolitions, je dirais, immédiates et totales, il n'y en a que 2. C'est un dommage, les esclaves se libèrent tout seuls. Et l'abolition, en France, le 4 février 1794, et qui ne dure pas. D'ailleurs, qui n'est pas appliquée. Elle est appliquée en Guyane simplement. La Martinique est occupée par les Anglais, c'est pas appliqué. Et ailleurs, à La Réunion notamment, les colons ne veulent pas appliquer cette abolition. Et puis vous savez que Bonaparte l'a rétabli l'esclavage en 1802. Il faut attendre 1848 pour l'abolition définitive de l'esclavage en France. Donc partout, le mouvement est graduel. Les spécialistes parlent du gradualisme. Même si à la fin, dans les années 1830 en Angleterre, 1840 en France, on passe à ce qu'on appelle l'immédiatisme. Certains abolitionnistes se disent qu'il faut maintenant l'abolir. Parce que certains commencent à se dire que repousser toujours à plus tard sont des manœuvres dilatoires défendues par le défenseur du système esclavagiste. Ma troisième partie sera plus courte. Cette rhétorique abolitionniste que l'on vient de voir, finalement, a-t-elle été une force ou une faiblesse pour le mouvement? Alors je dirais que si le principe est que tous les hommes sont égaux,
Ça veut dire que la traite et l'esclavage sont contre nature. Et là, il y a une inversion dans le discours abolitionniste du rapport à la naturalité. Dans les éthiques traditionnelles, on dit l'esclavage, il a toujours existé et partout, ce qui est faux. Mais s'il a toujours existé partout, il est donc naturel. Les abolitionnistes nous disent tout le contraire. L'esclavage est contraire à tout. Il est contraire à un gouvernement juste. Il n'est pas normal qu'en Afrique, un chef se décide de condamner l'esclavage des personnes au lieu de les condamner à autre chose et rester chez lui. Pour les philosophes, il n'est pas normal que la traite soit un commerce infâme, alors que les philosophes prennent l'idée du commerce qui va rapprocher les hommes entre eux. L'esclavage paraît pour les théoriciens de la nouvelle économie politique qui émerge alors comme quelque chose d'illogique. Comme je disais, pour les nouvelles économies politiques, un ouvrier libre travaillerait mieux qu'un esclave qu'on force à travailler. Et quels que soient finalement les documents que l'on regarde, on s'aperçoit que traite et esclavage sont contraires à tout. L'abbé Grégoire, 1822, la traite est un attentat contre la loi naturelle, qui défend de faire autrui ce que nous ne voulons pas qu'il nous soit fait. Un attentat contre la loi évangélique, qui, sanctionnant celle de la nature, y ajoute l'obligation de faire pour nos semblables, nos frères, tout ce que nous désirons qu'on fasse pour eux-mêmes. Un attentat contre le pacte social. Oui, tous ces droits-là, naturels, sociaux, etc. La traite et l'esclavage sont des attentats contre tous ces droits. Quand on étudie les débats parlementaires en France et en Angleterre, qui sont relatifs à la traite ou l'esclavage, c'est au minimum 60%, voire 100% des députés qui se prononcent, qui disent que traite et esclavage sont attentatoires à différents degrés aux véritables lois. Et si c'est le cas, alors il faut que la rhétorique abolitionniste dise l'inhumanité. Plusieurs thèmes disent cette inhumanité, notamment celui de la séparation des familles, qui apparaît, ici un document du XVIIIe siècle, déjà en Afrique. Avant de monter sur un navire négrier, les personnes de même famille sont séparées. Et le crime, l'objet du crime, au milieu apparaît cette bourse, ces pièces, cet argent qui détruit les familles. Le même thème apparaît aux Amériques avec les ventes aux enchères, où là aussi on sépare les familles. Autre thème, celui de la traversée de l'Atlantique avec la question de ce qu'on appelle, entre guillemets, le taux d'entassement des esclaves à bord des navires. Ici, on a un document qui est ramené par Clarkson de Liverpool, le plan du Brooks, qui nous montre la manière rationnelle dont sont entassés les esclaves à bord des navires pour utiliser le moindre espace possible. Mirabeau qui voit cela, qui voit ce plan, dans un texte qui n'a jamais été prononcé à l'Assemblée, qui devait être prononcé à l'Assemblée, Mirabeau compare le navire négrier à une bière, à un cercueil flottant. Certains disent à l'époque, oui, mais c'est la propagande abolitionniste. Ici, nous avons un plan de la mairie séraphique de Nantes, 1769. Ce n'est pas un document ramené par un abolitionniste. C'est un tableau peint par le capitaine négrier lui-même. Ce taux d'entassement est bien réel. Autre thème de cette inhumanité, les sévices aux Amériques. Un document de Giray, 1791, qui nous montre un esclave récalcitrant que l'on jette dans une cuve de sucre bouillant. Le fouet, également. Un tableau de Marcel Verdier, 1743, qui n'est pas autorisé à être représenté au salon parce qu'il choque trop. Il nous montre le supplice des 4 piquets, un esclave attaché au sol à 4 piquets, fouetté par un autre esclave, le commandeur. Une scène atroce. Mais l'atrocité est renforcée par un aspect qu'on ne voit pas, c'est parce qu'il y a dans l'ombre. Le planteur qui regarde, sa famille qui est là, des petits-enfants qui jouent en bas à gauche. Tout ça nous montre que finalement ces scènes sont, pour ces sociétés, entre guillemets, banales. La banalité du crime. Les mêmes thèmes qui montrent un continuum de violence apparaissent dans l'iconographie qui nous parle des traites et d'esclavage en Afrique subsaharienne au XIXe siècle. Parce qu'à partir de 1795, de Mungo Park, des explorateurs européens pénètrent à l'intérieur de l'Afrique, territoire inconnu jusque-là.
tellement inconnus que même pour les Africains, quand ils voient des Blancs arriver, ils pensent que ce sont des spectres. On a affaire à des populations qui ne se connaissaient pas, hein, sauf sur les côtes. Or, Manco Park et les autres découvrent que la traite, finalement, et l'esclavage persistent en Afrique, même quand la traite atlantique disparaît. Et on a dans le récit de voyage quantité d'images qui nous montrent la production, entre guillemets, des esclaves lors de ces razzias dans les villages, qui nous montrent les convois d'esclaves, les esclaves qui ne peuvent plus, qui sont épuisés, qui sont égorgés ou laissés sur le chemin. Alors, cette rhétorique, ce discours, cette iconographie permet aux abolitionnistes de l'emporter. C'est une victoire. La preuve, c'est que même les défenseurs de la traite esclavage essaient de motiver finalement leur position par des arguments également moraux. Dans les années 1820 en France, certains disent mais là, maintenant la traite est illégale, elle est interdite. Et donc les navires négriers, pour éviter d'être arrêtés, doivent être plus fins, il y a moins d'espace pour les esclaves. Donc, disent-ils, il faudrait retourner à une traite légale dans l'intérêt même de l'humanité des esclaves. Même les esclavagistes doivent utiliser le terrain de la morale, voilà, parce que les abolitionnistes ont évidemment gagné sur le terrain de la morale. Maintenant, et là, une citation intéressante de Friedrich Engels, le compagnon de route de Karl Marx, qui nous dit ceci, en 1878. Il ne coûte pas grand-chose de partir en guerre avec des formules générales contre l'esclavage et d'autres choses semblables, et de déverser de telles infamies à un cours moral supérieur. Tout le monde est d'accord. Car cela ne nous apprend rien sur la façon dont ces institutions sont nées, sur les causes pour lesquelles elles ont existé, sur le rôle qu'elles ont joué dans l'histoire. Je rajouterais la phrase suivante, elle est dans l'introduction de mon ouvrage « Qu'est-ce que l'esclavage ?» C'est que si on veut combattre l'esclavage, si on veut combattre quelque chose en général, il faut d'abord le définir, savoir ce que c'est. Or, le discours abolitionniste ne s'intéresse pas aux causes, aux racines du problème. Deux exemples, et je termine avec cela. Thomas Clarkson qui nous montre l'arrivée d'un navire négrier sur les côtes d'Afrique. Lisons, les naturels ont sous les yeux les navires négriers. Ils les voient charger des articles adaptés à leurs besoins dans la vue de recevoir en échange des hommes, des femmes et des enfants. À peine un de ces navires a-t-il jeté l'ancre, aussitôt en sortent la convoitise, l'avarice, la haine, la vengeance et toutes les passions funestes qui agitent le cœur humain. L'arrivée d'un négrier est un appel à tous les crimes. Dans l'affaire, on considère les Africains comme des enfants incapables de résister à ce désir, à cette convoitise. Les véritables causes de la traite de l'esclavage ne sont pas questionnées. Tout est réduit à une vision finalement binaire du bien et du mal, sans s'interroger encore une fois sur les causes de ces phénomènes. Dernier texte, le cardinal Lavigerie, 1888. Le moment est important, on vient d'abolir l'esclavage au Brésil. C'est le dernier État d'Amérique à avoir aboli l'esclavage. Il n'y a plus d'esclavage aux Amériques. Et Lavigerie, qui est le bras droit du pape Léon XIII, lance alors sa croisade anti-esclavagiste pour mettre un terme à l'esclavage en Afrique même, en Afrique subsaharienne. Savez-vous combien la traite musulmane vend d'esclaves depuis 10 ans dans l'intérieur de l'Afrique? Je ne vous donne pas simplement le chiffre de mes missionnaires. On pourrait dire les partials, ils citent finalement ses propres missionnaires. Il est de 400 000 par année. Je vous donne celui de Cameron, un protestant, un adversaire, donc on peut le croire, et qui est au minimum, dit-il, de 500 000. Après, Lavigerie nous dit qu'il faut ajouter aux personnes finalement qui deviennent esclaves toutes celles qui meurent lors des razzias, lors des convois, etc. Et dit-il, on peut multiplier peut-être par 5 ou par 10. Conclusion, cela ferait en moyenne 2 millions de Noirs mis à mort ou vendus chaque année, et en 50 ans ou plus, la déportation complète de l'Afrique intérieure. Ce désir de contribuer à faire cesser tant de malheurs qui a donné naissance à la mission que je viens de remplir au nom même du vicaire de Jésus-Christ, c'est lui qui explique, qui justifie le but de la croisade anti-esclavagiste dont je vais vous parler maintenant. Rien ne vous surprend dans ce texte? On a ici, en 1888, l'argumentaire qui est celui du devoir, entre guillemets, d'ingérence pour raison humanitaire, qui est celui de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, avec 3 éléments.
l'urgente nécessité. Si on ne fait rien, l'Afrique entière sera dépeuplée. L'ardente obligation, et donc il faut faire quelque chose. Et là, la Vigerie dit qu'il faut vous engager dans des milices pour aller lutter contre la traite et l'esclavage en Afrique. Il faut interpeller vos gouvernements, il faut donner de l'argent, etc. Et puis, troisième élément, dans ce texte, rien sur les causes qui font que ce système existe depuis longtemps et se développe. Ce qui veut dire que si on intervient et si on ne résout pas les causes profondes du système, il y a des possibilités que ce système perdure. Et je dirais, on est là dans un discours finalement qui se suffit à lui-même, où la morale de la compassion se suffit à elle-même, où le bien et le mal s'opposent, mais où on ne réfléchit pas sur la véritable nature des phénomènes. Merci. Merci beaucoup Olivier Grenouillot pour cet exposé. On va passer aux questions dans la salle, donc n'hésitez pas si vous en avez quelques-unes. Est-ce qu'il y en a? Moi j'en avais une. Vous avez parlé des penseurs abolitionnistes influencés par la religion, par le siècle des Lumières. Et je me demandais qu'est-ce que pensait la société civile de cette rhétorique abolitionniste? Est-ce qu'on a des documents sur ce sujet-là? Oui, justement, toute cette rhétorique abolitionniste vise à mobiliser la société civile. Parce qu'on est en plein processus de démocratisation. Et puis le fait que les abolitionnistes souhaitent faire abolir par la loi ces fléaux de l'humanité, ça montre bien que finalement, leur objectif premier, c'est convaincre leurs concitoyens et les parlementaires. Et donc, je dirais qu'il y a des débats très très longs, très véhéments dans les différentes assemblées en France, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Et donc, la société civile participe de ces débats. Même si on a du mal à quantifier, à se dire finalement, on explique comme la France, au milieu du 19e siècle, quel pourcentage de la population est-il véritablement au courant de ce débat parlementaire, quel pourcentage de la population qui prend ou prendrait position pour l'une ou l'autre des tendances. Voilà, il y a des débats véritables qui agitent les plus sommets finalement de l'État et des assemblées, mais qui est leur traduction populaire, on a du mal à la mesurer. Et ça dans tous les pays? Alors, dans tous les pays, aux États-Unis, c'est plus important que cela, puisque vous savez, avec la guerre de sécession, la question de l'esclavage était une des questions parmi d'autres qui ont poussé à une guerre civile. Et à partir de 1863, le président Lincoln, fait de l'abolition de l'esclavage le but de guerre de la fédération, enfin des nordistes. Au début, c'est pas cela. En 1863, l'abolition de l'esclavage devient le but de guerre. Et donc là, forcément, toute la société est divisée sur cette question. Il en va un peu différemment, je dirais, pour les puissances européennes, où ces discussions concernent des territoires éloignés. Ce n'est pas sur leur sol. En Europe occidentale, l'esclavage a disparu, en gros, à la fin du Moyen-Âge, remplacé par le servage, par d'autres. Voilà. Il y a un néo-servage en Europe de l'Est au XVIIe siècle. Mais l'esclavage ne concerne plus, je dirais, les territoires européens. C'est une question qui peut apparaître lointaine. Et ce qui explique que pour les défenseurs du système, il y a, disent-ils, une sorte d'exceptionnalisme. L'esclavage que l'on n'accepte plus en Europe, on peut l'accepter ailleurs parce qu'il y a des raisons particulières. Et pour les abolitionnistes, justement, il ne doit pas y avoir d'exceptionnalisme. Les lois, les valeurs qui sont celles de la métropole, des métropoles, doivent être appliquées partout, y compris dans les colonies. Alors je retente. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais.
Du coup, moi, je me demandais, vous avez pas mal dit que finalement, les abolitionnistes ne se posaient pas la question de quelles étaient les causes. Vous avez cherché quelles étaient les causes. On sait les causes de cet esclavage répétitif depuis tant d'années. Et après, alors je ne sais pas si c'est une remarque, mais j'ai l'impression qu'il y a des éléments qui font écho. Alors on n'est plus dans l'esclavage, mais finalement il y a des petites des slides qui ont fait écho un peu à ce qu'on vit maintenant sur tout ce qui est migrant. Et du coup, je me demandais si c'est le même mécanisme qu'il y a derrière. Voilà. Alors, deux questions en une. Alors, je répondrai directement en premier lieu à la dernière. Oui, il y a des échos possibles. Je parlais de cette grande moralisation du monde qui commence à émerger à la fin du XVIIIe siècle, et nous y sommes encore aujourd'hui. D'ailleurs, heureusement, voilà, si les principes moraux deviennent essentiels aux yeux du plus grand nombre, c'est un progrès, une avancée. La difficulté, c'est que parfois, ça conduit finalement à des visions, encore une fois, binaires, et que ça ne s'intéresse pas aux causes des phénomènes. Encore une fois, quand j'ai écrit « Qu'est-ce que l'esclavage ?», j'ai lu énormément de choses et j'ai vu des auteurs qui me disaient « c'est quelque chose de tellement affreux qu'on ne doit pas le définir ». D'autres qui nous disaient que finalement, il y a tant de cas, de situations différentes d'esclavage qu'on ne peut pas le définir. Mais on définit tout. On doit tout définir. Et comment combattre quelque chose si on ne sait pas ce que c'est, hein? Donc on doit essayer de définir. Penser, hein, c'est aussi une forme d'action. Quant à la première question, quels sont les ressorts finalement des systèmes esclavagistes? Alors les systèmes esclavagistes, ils apparaissent sans doute au néolithique. Les systèmes esclavagistes ne peuvent apparaître que dans des sociétés où la différenciation sociale et militaire s'accentue. Dans des sociétés où s'accumulent des surplus que certains peuvent monopoliser. Et les esclaves, les hommes, font partie de ces surplus. Notamment ce qu'on appelle les circuits de la dette. Et parfois, il y a des différences évidentes entre l'endetté, l'engagé et l'esclave. Mais certains sont tellement endettés qu'ils restent, je dirais, statutairement des personnes qui sont de dette, mais comme ils ne peuvent pas rembourser, comme on sait qu'ils ne rembourseront jamais, ils sont des esclaves de fait. Inégalité également, je parlais militaire. Lorsqu'on a deux sociétés, finalement, l'une qui est plus puissante qu'une autre, plus structurée, elle a tendance à exploiter l'autre. Et puis, dans cette exploitation, l'esclavage en fait partie aussi. Donc, je dirais que les ressorts de l'esclavage, à travers le temps et l'espace, c'est le pouvoir, et puis ce sont les richesses. C'est ce que disait le grand anthropologue Claude Meillassoux, qui a beaucoup travaillé sur l'Afrique subsaharienne, mais ses conclusions sont valables à d'autres époques et d'autres lieux. Le masque de fer et d'argent. L'argent et le masque de fer, la puissance militaire. Voilà. Et puis à cela se sont ajoutés aussi des préjugés. Quand j'ai essayé de définir ce qu'est un esclave à travers le temps et l'espace, j'ai trouvé 4 critères. L'esclave est toujours l'autre, la personne considérée comme autre ou bien transformée en autre. C'est pour ça qu'à mon sens, il n'y a pas d'esclavage interne d'une société. Celui qui était votre égal à un moment donné, qui devient esclave, quand il est esclave, il ne l'est plus. Il est devenu un autre. Et cette transformation, cette mise en extranéité, elle s'explique par différents facteurs. Dans certaines sociétés, l'autre, c'est le barbare, celui qui ne parle pas la langue, pour les Grecs dans l'Antiquité. Pour d'autres, celui qui peut être réduit en esclavage, c'est celui qui n'a pas la même religion. Dans d'autres mondes, dans la Russie de l'époque moderne, il n'y a pas d'esclaves, il y a des serfs. Ah, il y a quelques esclaves d'ailleurs. Mais l'autre, c'est le pauvre. Dans la fin de l'Empire romain, ce sont les humiliores, les pauvres qui sont des réserves à esclaves possibles. Et on a dans la Russie des tsars, au XVIIIe siècle, des gens qui sont tellement pauvres qu'ils préfèrent se donner comme esclaves que de rester serf, parce que le serf, lui, il doit le service militaire et les impôts. Donc, l'esclave, c'est toujours quelqu'un transformé en un autre. L'esclave, c'est quelqu'un qui est possédé par quelqu'un d'autre.
Je ne dis pas qu'il est la propriété de quelqu'un, parce qu'il y a des sociétés où le droit de propriété n'existe pas. Aujourd'hui, il y a des formes d'esclavage, alors que l'esclavage officiellement est aboli, donc il n'y a pas de titre de propriété. Mais il y a de fait des gens qui sont la possession d'autres personnes. Et l'esclavage, c'est toujours une relation binaire entre un maître, entre guillemets, et un esclave. Et puis l'esclave, à différence du salarié, etc., c'est l'homme, la femme ou l'enfant à qui on peut tout demander. Dans l'histoire, on a des esclaves qui sont travailleurs agricoles, qui travaillent dans les manufactures, qui ont des professions libérales, qui sont barbiers, des militaires, des eunuques, des concubines. L'esclave, c'est l'homme, la femme à qui on peut tout demander. Le serf, bon, il travaille la terre, il a des redevances, il a des corvées en nature, etc. On ne peut pas tout lui demander. Voilà. Et puis le dernier critère résulte de ces trois premiers. La personne considérée comme autre, radicalement étrangère à vous, que vous possédez, à qui on peut tout demander. Son humanité peut être mise en sursis. Et dans toutes les sociétés esclavagistes, quelle que soit l'époque et le lieu, eh bien, il y a un vocabulaire particulier. L'esclave est parfois appelé un homme, et parfois comparé à un animal, parfois comparé à une chose. Il reste toujours un homme, notamment par sa résistance. Mais vous voyez que l'esclave, dans les sociétés esclavagistes, est un homme dont l'humanité est mise en sursis. Et puis, enfin, il y a les préjugés. Lorsqu'on a pris l'habitude de penser que telle ou telle catégorie sociale, telle ou telle personne croyant d'une religion, telle ou telle personne parlant pas la même langue, etc., peut être réduite en esclavage, des préjugés se persistent et s'enracinent. Voilà. Merci beaucoup. Merci.